Bienvenue sur la chaîne de Ciel et Espace. Pensez à liker et à vous abonner à la chaîne pour suivre nos actualités et nous soutenir. Si vous souhaitez continuer votre découverte de l'univers avec Ciel et Espace, nous vous offrons 20% de réduction sur votre premier abonnement papier, premium ou numérique au magazine, avec le code Callisto. Vous recevrez Ciel et Espace tous les 2 mois directement chez vous et avec la formule premium et numérique, vous aurez accès à la version en ligne ainsi qu'à tous nos anciens numéros numériques, soit plus de 120 numéros. Prendre tout de suite bien sûr le principe. Donc l'idée, il faut qu'il fasse soleil bien sûr. Il faut avoir une main pour tenir l'appareil. Vous voyez, il n'est pas très grand, il tient à la main et puis le soleil, voilà le résultat typiquement que l'on obtient avec cet appareil-là. Ici, à l'occurrence, ce sont des images, une image ici de la noosphère du soleil, c'est-à-dire la chromosphère solaire. Et donc c'est une des spécialisations de cet instrument, c'est de faire ce genre d'image. Alors l'idée était de faire un instrument très simple d'usage, très compact et aussi qu'on peut monter soi-même. Alors on insistera un petit peu sur cette question-là et on vous montrera comment ça se fait. Mais il y avait quand même une chose qui était un fil conducteur. Il ne fallait pas que l'on ait d'ordinateur, qu'on n'ait pas besoin de mettre de la filasse pour observer, qu'on puisse avoir une observation quasi instantanée. Dès qu'on a envie, dès qu'on a un grain de soleil qui passe par là, eh bien, essayer de capturer le soleil. Donc c'était ça quand même l'idée de SynScan. Et puis, comme c'est un instrument autonome, vous l'avez vu, il est autonome dans le sens où il n'y a pas besoin d'un achat supplémentaire pour le faire fonctionner. Donc c'est un instrument à part entière. En particulier, il n'y a pas besoin de mettre une lunette, par exemple, en plus de cet appareil-là. Voilà. L'autonomie, ça veut dire aussi qu'on peut le transporter dans une valise, on vous le montrera, et on peut l'amener en voiture, dans un avion, etc., pour aller observer au bout du monde ou en haut d'une montagne, par exemple, avec une petite batterie, vous n'avez pas besoin d'électricité. Et puis, cerise sur le gâteau, pas d'ordinateur non plus. L'ordinateur, c'est pénible, il y a des drivers, il y a tout ce qu'on veut. Tout marche sur téléphone portable, enfin sur smartphone ou tablette. Et là aussi, vous le verrez. Alors voilà, c'est la démonstration un petit peu. Je crois que c'est une image que tu as fait toi. Et on voit une petite valise et dans laquelle il y a tout l'instrument en fait là-dedans. C'est-à-dire que vous avez le SynScan, mais aussi un petit. Vous avez remarqué, il y a un petit. Bon, on a le choix ici, hein, on pourra en discuter, mais on a une petite monture azimutale qui permet quand même de pointer. On pourrait mettre des rotules photographiques un peu sophistiquées, mais cet ensemble-là, avec ce trépied, par exemple, on rentre dans une valise de ce type-là. Vous imaginez un bagage accompagné, par exemple, ça passe, quoi. Donc c'était vraiment un des cahiers des charges de notre affaire. On parle de l'apéro, hein, parce que c'est vrai que l'apéro c'est sympa. Vous êtes avec des amis, vous voulez observer le soleil, vous voulez pâter les copains, vous mettez ça au milieu de la table, et puis vous observez le soleil, vous montrez ça à toute la communauté. Puis vous verrez qu'on peut se brancher à plusieurs, hein, donc c'est ce qu'on va dire maintenant. On peut se brancher à plusieurs pour observer le soleil avec un plugin sur le téléphone portable. Voilà, donc je continue. Encore. Ouais. Ouais, alors l'idée du téléphone portable, elle est quand même fondamentale. C'est-à-dire que tout le monde en a plus ou moins. On a des tablettes. Et c'est vrai qu'on a à la fois une application, ce qui n'a pas été simple. Hein. Vous imaginez, je suis passé très vite dessus, mais vous avez vu, il y avait écrit Association Staros. On est des amateurs, hein. On n'est pas des industriels, on n'est pas des commerçants. On fait ça à titre bénévole. On a mis ça sur notre poche, notre argent, d'accord, pour développer cette affaire-là. Mais malgré tout, il y a beaucoup de compétences ici. Et donc c'est un développement que vous allez voir, il a duré quand même un certain temps. Et par exemple, ici, on a quand même réussi à convaincre Apple, par exemple, de nous offrir, enfin, on a fait le travail qu'il fallait pour avoir une application. Donc si vous allez sur Internet aujourd'hui, vous allez sur le store, soit Android, soit celui d'Apple, et vous avez SynScan, vous verrez l'application. Il faut l'installer dès aujourd'hui sur votre téléphone portable ou votre tablette. Hein, d'accord. Donc ça marche avec ça uniquement, et c'est plug and play, évidemment. Et donc on voit tout de suite les images. L'idée, elle est simple, hein. Vous la connaissez sans doute, c'est de profiter du mouvement de la Terre sur son axe en 24 heures. Donc le soleil défile, passe devant vous, l'instrument est fixe, il n'y a pas de monture, je le répète. Et puis en passant devant, il passe devant l'appareil, il passe en particulier devant une fente qui est l'entrée d'un spectrographe, mais je ne vais pas utiliser ce gros mot en fait, parce qu'on va oublier l'intérieur pratiquement, enfin on va quand même le décrire, mais le soleil passe devant, il balaye le disque solaire, passe devant, et ça prend à peu près 2 minutes, hein. Faites un petit calcul, vous verrez, ça fait 2 minutes, hein. Rotation en 24 heures, à 360 degrés, etc. Faites la règle de 3. Et donc on fait des acquisitions par tranche du soleil, ceux qui connaissent le Solex,
certains ici doivent le connaître, eh bien on fait la même chose, mais en statique pure, c'est-à-dire en profitant du mouvement naturel qui est très régulier évidemment de la Terre. Et donc on construit l'image ligne à ligne, un peu comme travaille une photocopieuse hein, quand on fait un scanning sur un papier. Et après on reconstruit, et vous verrez le logiciel qui permet de reconstruire. Donc ça s'appelle un spectroléographe. Voilà. Donc comme le disait Christian, c'est un projet qui a été porté par 5 personnes dans un cadre associatif. Et ça a démarré il y a, alors dans la tête de Christian il y a longtemps je pense, et il y a 1 an, en gros il y a 1 an, l'idée a pris un peu forme, et puis début janvier 2024, l'image de gauche que vous pouvez voir, qui est toute bricolée, c'est pas très joli, c'est une sorte de preuve de concept, où pour la première fois on a pu valider qu'on arrivait à communiquer avec un téléphone, à envoyer des images sur le téléphone, à faire un traitement, à reconstruire un disque solaire et que ça fonctionnait. Tout ça avec un mini ordinateur, un Raspberry Pi, on va expliquer ce qui se cache dedans. Et à partir de ce moment-là, à partir de ce jour-là, on s'est dit go, allez on y va, on met l'accélérateur. Et puis il y a eu plusieurs mois de travail, un petit peu moins d'1 an, et pour arriver à ce qu'on vous présente aujourd'hui. Là-dedans, il y a un peu de tout, il y a de l'optique, il y a du dessin CAO, dessin informatique pour créer l'instrument, de l'électronique forcément, du développement, avec plusieurs styles de développement, parce que forcément on ne développe pas une application mobile comme on développe l'intérieur du micro-ordinateur qui se trouve à l'intérieur de Sunscan. Puis après il y a un travail de documentation, on vous en parlera tout à l'heure, de communication, toutes ces choses-là, de tests. Beaucoup de tests, je vous cache pas, on est passé par plusieurs caméras, plusieurs formules optiques, tout n'est pas arrivé comme ça du premier coup, quoi. Alors, et on a décidé, tout ce projet-là, on a décidé de le rendre open source. Et je pense que ça vaut le coup de prendre quelques minutes pour vous expliquer ce qu'est l'open source. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, parce qu'on pourrait faire une conférence sur le sujet, mais en quelques points clés, il faut retenir que ce que ça veut dire, c'est que tout le code source qu'on a produit, ainsi que la CAO, les fichiers STL. Les fichiers STL, c'est les fichiers qui permettent aux imprimantes 3D de travailler. Ces fichiers-là, ils sont gratuits, ouverts, accessibles pour consultation à toutes et tous, pour consultation, utilisation, modification éventuelle. L'open source, ça facilite la collaboration, c'est-à-dire que n'importe quel développeur qui connaît un petit peu, qui a une proposition pertinente, peut venir la proposer, et cette proposition peut être acceptée et contribuer au projet Sunscan. Où chacun peut aussi se faire son petit bricolage chez lui en repartant de ce que nous on a déjà fait, ça c'est aussi possible. Ça facilite aussi la remontée de bugs, des choses comme ça. Tout ça c'est protégé par ce qu'on appelle des licences. Alors protéger c'est un bien grand mot, mais les licences, en tout cas nous, la licence qu'on a choisie, il y a 2 types de licences. Il y a une licence Creative Commons qui est pour les fichiers STL, et puis une licence, je dis les mots barbares mais ça parlera à certains, GNU GPL v3, ça c'est ce qui protège notre code source. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, si vous voulez faire une modification de notre code source, bah vous pouvez, mais vous devez citer les auteurs, et puis vous devez faire en sorte que votre projet à vous, il doit être aussi open source avec cette même licence. Et puis si quelqu'un copie la copie, bah, ça doit être la même chose. Et en fait, ça suivra, et ça garantit ça pour nous que cette philosophie qu'on a voulu impulser soit conservée dans le temps. Il y a un autre aspect, c'est aussi l'aspect commercial, c'est-à-dire que la licence nous permet aussi de dire que le projet ne peut pas être utilisé à des fins commerciales sans notre accord. Donc nous, on va s'entourer on en parlera après, de partenaires qu'on choisit pour revendre des parties de pièces mécaniques ou optiques. Mais sinon l'idée c'est de pas reprendre tout le concept qu'on a inventé et créer une boîte, le but c'est pas ça. Un dernier truc qu'on peut dire avec l'open source, c'est la dimension, et ça nous tient bien à cœur, vous allez le voir tout le long de la présentation, c'est la dimension pédagogique. Ça permet finalement à chacun qui est un peu curieux des choses d'aller lire, d'aller regarder comment ça marche sous le capot, vraiment d'aller voir les lignes de code. Honnêtement, alors il y a tout, il y a tous les niveaux, mais il y a des choses qui sont vraiment très simples, et ça permet de découvrir comment on reconstruit le soleil, comment les images elles passent sur le téléphone. Enfin, ça peut sembler magique quand on l'utilise, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir et comprendre, apprendre. Il n'y a pas de secret. Alors si on regarde un petit peu plus, je vais passer assez rapidement là-dessus, mais pareil, je pense que c'est intéressant, puisque comme c'est un projet open source, l'idée c'est qu'on crée une communauté autour de ce projet, et que si des gens veulent aider, bah, vous êtes les bienvenus. Et donc il y a 3 grosses briques open source, c'est les fichiers STL dont j'en ai parlé, c'est la CAO, c'est ce qui permet de faire l'impression 3D et de construire l'objet. Il y a une partie code source, donc c'est du développement, des lignes de code, qui sont pour l'application mobile.
Et donc là, j'ai mis les technos, voilà, s'il y a des développeurs dans la salle, n'hésitez pas, on peut en parler après, si ça vous intéresse. Et puis, il y a une partie code source qu'on appelle Sunscan OS. Et ça, c'est le code qui se trouve dans le Sunscan, sur un petit ordinateur qu'on appelle Raspberry Pi, une petite carte électronique. Et là, c'est d'autres technologies qui sont mises en œuvre. Je parlais d'impression 3D, donc il y a Sunscan, il y a 28 pièces en fait, imprimées. Donc soit imprimées parce que vous savez faire ou ça vous intéresse d'investir là-dedans et d'apprendre à imprimer. Les pièces sont faciles à imprimer. On a conçu volontairement, on a fait des choses. Alors ça donne le design que vous voyez là, mais c'est aussi ce design, il est aussi lié à l'infacilité d'impression des pièces. On voulait que ça passe sur une imprimante d'il y a 5 ans comme sur une imprimante qu'on achète aujourd'hui. Parce que ce ne sont pas les mêmes performances, donc ce n'est vraiment pas du tout pareil. Ceci dit, si vous n'êtes pas intéressé par l'impression 3D, l'idée c'est que vous puissiez aussi acheter la mécanique toute faite chez un de nos partenaires. Alors en l'occurrence les partenaires, parlons-en rapidement, on y reviendra. Il y a pour la partie justement mécanique, impression 3D, il y a Azure 3D Print qui a un stand ici, qui propose le kit tout fait avec la visserie voilà, montée. Donc il n'y a pas les optiques dedans, mais vraiment c'est toute la partie liée à l'impression 3D et montage voilà, de l'instrument. Et puis il y a Cheliac Instruments qui lui propose pour le moment un kit optique complet, peut-être qu'il y aura d'autres choses à venir, mais pour le moment c'est vraiment toute la partie, toutes les pièces optiques qu'on vient mettre à l'intérieur de l'instrument. Je ne vais pas plus loin là-dessus, on en reparlera plus tard. Je vous propose maintenant d'ouvrir l'instrument pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, hop, on va s'arrêter là. Ouais. Alors, le pointeur, comment il marche? Ouais, comme ça. Il n'y a pas grand chose dans l'engin. La lumière rentre par là. Sur les modèles, c'est ce qui se passe ici. On voit. La lumière du soleil rentre par ici. Et puis, il y a un premier élément optique qui est un filtre neutre qui a pour but de filtrer un petit peu, réduire le flux solaire pour pas que ça chauffe trop à l'intérieur de l'instrument. Et puis la première pièce optique qu'on trouve, c'est un doublet, une lentille qui va venir focaliser les rayons lumineux sur la fente qui se trouve ici. La lentille en question fait 200 mm de focale, 25 mm de diamètre. Il y a un petit miroir ici qui permet de replier, pour garder en compacité, replier l'optique, et donc venir focaliser sur une fente. La fente, c'est un élément clé dans un spectrographe, c'est ce qui va déterminer beaucoup de choses dans la résolution de l'instrument, la résolution spectrale. Cette fente fait 7 ou 10 microns, c'est une fente double position. Je ne m'attarde pas sur pourquoi, on pourra en discuter pareil après coup. Après, une fois que la fente est passée, on arrive sur une deuxième lentille qu'on appelle le doublet collimateur, qui va avoir pour objectif de collimater, c'est-à-dire rendre parallèles les faisceaux, qui vont attaquer le réseau. Le réseau, c'est une pièce maîtresse aussi de l'instrument, le réseau a pour but de disperser la lumière. Alors là, réseau haute résolution, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on va disperser... on va beaucoup disperser la lumière, ce qui va arriver ici est une lumière quasi monochromatique. Par exemple, si on est sur le H-alpha dont parlait Christian tout à l'heure, la chromosphère, on va avoir une lumière rouge-orange qui va arriver et être focalisée sur le capteur ici. Le capteur qui est un Sony IMX 477, c'est une petite caméra, là c'est la caméra officielle Raspberry Pi, la caméra HQ ils appellent ça. Ah ben voilà, donc la caméra en question c'est ça, c'est ce petit truc là. Et puis, donc là, ce que j'ai mis ici, c'est ce qu'on ne voit pas sur l'image juste avant, c'est toute l'électronique qui est ici dans l'engin, dans le petit boîtier à l'arrière. Vous voyez là, il y a une petite extension avec des ailettes pour que ça ventile. Et donc là-dedans, on trouve une batterie, on trouve un Raspberry Pi, un ventilateur, et puis il y a une petite carte mémoire dans le Raspberry Pi pour gérer le stockage de l'OS et des scans, des images qu'on va faire. Je crois que j'oublie rien. Merci. Je poursuis. Donc vous montrez que ça marche, c'est bien, mais nous notre objectif c'est de vous aider à le mettre en œuvre, d'accord, de mettre tout à disposition et de vous aider à le construire. Et donc pour ça, on a ajouté également quelques petites choses, notamment une documentation. Donc vous trouverez sur le site Sunscan, en fait, sunscan.net, une documentation complète qui va reprendre tous les éléments du projet. La totalité se trouve sur ce site. 3 blocs principaux. Le premier, c'est le projet Sunscan. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment ça fonctionne? Les licences, notamment, du projet. Et puis,
2 parties ensuite. La première, comment je le construis, avec les différentes étapes, de quelles pièces j'ai besoin, de quels outils, où est-ce que je peux acheter des pièces, ou comment je fais pour imprimer, etc., où est-ce que je trouve les fichiers. Et puis une troisième partie plutôt, pardon, comment je l'utilise. Où là, vous allez trouver justement les liens vers les applications mobiles, les rappels, l'installation des applications mobiles, comment je lance, comment je configure, etc., etc. On a voulu que ce soit le plus simple et le plus agréable possible, et donc, une des choses importantes dans ce projet, c'est ok, j'ai plein de pièces, des pièces optiques, des pièces mécaniques, des pièces électroniques, comment je fais pour monter tout ça? Et donc on a mis en place un guide de montage avec des étapes particulièrement claires. Vous êtes pris par la main pour aller monter étape par étape les choses, avec à chaque fois des illustrations également claires, pour avoir au final un guide agréable, facile, un peu au même titre qu'une grande enseigne de vente de meubles, avec un guide très facile pour monter. Mais voilà, c'était un petit peu l'objectif, c'est de vous guider, de vous prendre par la main et de vous faciliter le montage pour arriver ensuite à l'étape suivante, qui est le réglage. Et là, au même titre, une procédure de réglage où vous êtes pris par la main pour aller configurer la caméra, son positionnement, son ajustement, configurer les pièces optiques, les positionner, les régler, faire la mise au point, et puis les réglages finaux, vraiment les plus pointus pour avoir en fait votre spectroscope le mieux réglé. Une procédure de réglage garantie sans douleur. Une fois qu'on a réglé, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors justement, pour prendre la suite de Mathieu, une fois que l'appareil est réglé, donc en fait, une fois que vous l'aurez monté, il ressemblera à peu près à ça. Donc en fait, pour faire une image du soleil, c'est très simple, hein. Vous avez un petit bouton dessous là pour pouvoir mettre en route le Raspberry Pi. Donc vous le mettez en route, vous le posez par terre, par exemple, ou sur une table stable. Et puis, à partir de là, vous allez pointer le soleil. C'est-à-dire qu'ici, il y a l'objectif. Là, j'ai oublié d'enlever le cache. Et donc, avec les modèlettes que l'on voit ici, vous allez pouvoir ajuster, en fait. Là, ici, on ne le voit pas bien ici sur le côté. Là, je vous le fais voir sur le côté ici. On a un viseur solaire qui est intégré à l'appareil. Donc, en fait, c'est un sténopé. Hein, donc, un petit trou ici qui vient projeter l'image du soleil sur l'écran blanc qu'on voit à cet endroit-là. Et donc, en fait, vous réglez avec les 2 molettes que vous avez ici l'orientation de votre SunScan vers le soleil. Et là, j'ai mis un petit repère qui consiste en fait, qui est un petit disque qui fait 2 mm de diamètre. Et en fait, il suffit de positionner le soleil juste sur la partie qui est du cercle qui est proche du boîtier. Et donc, quand vous êtes à ce niveau-là, ça veut dire que vous pouvez commencer le scan du soleil. Donc, vous attendez après. Donc, vous avez votre appareil, il est en route. Vous positionnez correctement le soleil sur le petit repère blanc qui est ici. Et après, vous prenez votre smartphone, puisqu'il est connecté en Wi-Fi. Et donc là, là je l'ai connecté, mais malheureusement, je ne peux pas pointer le soleil à travers le bâtiment. Et dans l'application, là ici, forcément, il n'y a rien. Mais là, je suis en live avec le SunScan. Et vous appuyez sur Record. Et puis, vous allez attendre 2 minutes. Enfin, 2 minutes quand le soleil il est à peu près proche du méridien. Un peu plus... Ah oui, excuse-moi, ouais, voilà, c'est mieux. Donc voilà, et là, ici, ce que vous voyez ici, il est en train de scanner le soleil. Alors, on voit là, la bande qui se déroule comme ça, c'est, voilà, le soleil, le diamètre augmente, et puis après, il va se rétrécir. Je ne sais pas si on a la séquence en l'arrêt d'H-alpha qui est au milieu. Voilà, et là, le trait noir que vous voyez au milieu, c'est l'arrêt de l'hydrogène H-alpha. Pourquoi H-alpha? Parce que ici, on l'a réglé, on a une molette, un peu comme sur un transistor des années 60, où on peut régler la longueur d'onde. Et on l'a réglé sur H-alpha. On aurait pu prendre une autre longueur d'onde. On aurait pu prendre le calcium, le sodium, je ne sais pas, Christian vous en dira plus tout à l'heure. Et donc, voilà, puis là, on attend que ça se passe, tout simplement. Et puis au bout d'un moment, alors là, je ne sais pas si la séquence, elle va jusqu'au bout, vous allez dans un autre onglet de votre application smartphone, qui est en fait l'onglet Galerie, et à ce moment-là, vous allez apparaître, vous appuyez sur un bouton, et là, je vous fais voir les scans que j'ai fait moi avec mon smartphone. Vous avez les scans, par exemple, là, c'est un truc que j'ai fait le lundi dernier. Et donc, vous avez le résultat en noir et blanc, que vous pouvez coloriser, soit faire voir les protubérances, soit le colorer en orange, par exemple, automatiquement. Il n'y a aucune intervention, c'est du plug and play. Ça, c'est une image, ça. Oui. Mais on peut avoir c'est enregistré en RAW. Oui. D'accord. Donc on peut avoir aussi. Mais l'intérêt de l'appareil, c'est justement. On va parler. Christian en parlera après. Mais l'intérêt, justement, c'est que c'est du plug and play, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention
pour le traitement. On a l'image en instantané au bout de 2 minutes de scan. Voilà. Il n'y a pas de traitement, hein. C'est tout est fait à l'intérieur. Enfin, il y a le traitement, mais on ne le voit pas. Et ben maintenant, justement, Valérie va vous expliquer. Enfin, en fait, l'image que vous avez vue, elle part d'un spectre, donc d'un spectrographe. Donc finalement, c'est ce travail-là, ce qu'on va enregistrer, c'est le spectre, et après, on va avoir le logiciel qui va reconstruire cette image. Mais avant, le spectre, il faut l'utiliser, et c'est très intéressant, puisque dans le spectre du solaire, vous avez plein de raies d'intérêt. Et l'avantage, c'est que cette caméra, elle a aussi le bon goût d'être une caméra couleur. Donc vous pouvez basculer en mode couleur, même si les acquisitions sont plutôt en noir et blanc, parce que vous allez acquérir une longueur d'onde, donc c'est pas la peine de passer en mode couleur, ça n'apporte rien, puisque c'est une image monochromatique. Mais quand vous regardez le spectre en couleur, vous pouvez découvrir finalement les beautés des couleurs du soleil, du spectre solaire. Donc la profondeur du rouge de H-alpha à 650 à peu près nanomètres. Vous pouvez les voir le triplé du magnésium dans un magnifique vert, ou alors dans les couleurs cyan que vous allez avoir. Donc c'est un intérêt véritablement aussi très pédagogique, même si vous ne faites pas d'image du soleil, mais avant, en tout cas avec votre classe ou vos amis, vous pouvez balayer en faisant tourner la roue du SunScan, et de pouvoir vous promener ainsi dans le spectre solaire. Alors, il y a une autre petite application, donc avant de parler d'eux, c'est que si vous enlevez le réseau, vous allez vous dire pourquoi il y a un bouchon ici. C'est pas uniquement pour ressembler au petit robot de Disney, c'est aussi parce que si vous enlevez ce bouchon-là et vous enlevez le réseau, vous pouvez vous transformer ça en un petit télescope normal, voilà. Et donc vous avez à ce moment-là, ça c'est les images qu'on a fait la semaine dernière depuis notre balcon à Paris, et vous voyez que c'est quand même une optique de 200 mm, et donc c'est tout à fait performant pour faire aussi des images des oiseaux ou de la tour Eiffel si vous en avez une. Voilà. Alors la magie en fait pour transformer le spectre en une image, pour ceux qui ont déjà utilisé Solex, c'est le logiciel INTI qui a été développé à l'époque, qui est quand même le premier logiciel de reconstruction de spectrohéliographie complètement automatique. Vous mettez un fichier, vous appuyez sur un bouton et ça vous donne l'image que vous avez vue. L'intérêt c'est que comme il était développé avec un peu la même architecture déjà à l'époque, entre la séparation entre l'interface et le corps du traitement, et qu'il était en Python, et qui était déjà aussi open source. Donc INTI a été directement, enfin le cœur d'INTI, la machine de reconstruction d'image, a été complètement embarqué dans le Raspberry Pi, et donc les modifications et les échanges qu'on fait sont directement implémentés, et donc le groupe aussi bénéficie des idées qu'on a pour améliorer encore INTI. Alors, pour donner une idée des performances quand même, parce qu'il faut quand même aussi parler du résultat que l'on obtient avec ça, vous avez ici une image. Alors, comme on peut vraiment choisir dans le spectre ce qu'on veut, on peut aussi sortir de l'arrêt H-alpha et travailler sur le continuum solaire. C'est-à-dire, vous avez une image qui ressemblerait à celle que vous regarderiez avec un oculaire standard, en fait, une photographie de base. Donc on a ici le soleil avec des taches, bien sûr, que vous reconnaissez ici. Et à côté, vous avez, en bougeant légèrement la molette ou en faisant un petit ajustement, en vérité, c'est l'astuce qu'on a implémentée, c'est que vous obtenez ces deux images quasi simultanément en vérité par le traitement. Vous avez les deux visions simultanément dans le traitement. Et là, ce traitement ici, enfin, ou en tout cas, la région qu'on vise ici, c'est évidemment, vous l'avez sûrement reconnu, la chromosphère dans l'arrêt H-alpha avec des filaments, des facules, des éruptions éventuellement, on va en voir d'autres. Alors voilà, typiquement, voilà ce qu'on peut faire avec cet instrument-là. Ce n'est qu'un exemple, mais enfin, ça donne quand même une idée des images dans le continuum, l'hydrogène, on peut colorer, et évidemment, le truc le plus génial en fait, qu'on en ait à faire, sans doute, et le plus spectaculaire à montrer à vos copains, s'ils n'ont jamais vu ça, c'est de montrer les protubérances solaires et qui bougent, etc. Je vais vous montrer un exemple. Mais voilà, on a ici un masque qu'on a mis artificiellement sur le soleil, plaqué. C'est un artifice d'informatique, bien sûr, mais enfin, en tout cas, ça permet de rehausser les choses.
On peut aussi sortir ce qu'on appelle les dopplérogrammes, je ne vais pas insister, mais on peut voir la rotation du Soleil par la vitesse des gaz, la partie du Soleil qui s'éloigne, celle qui s'approche. C'est une belle manip de physique, et on voit des choses aussi intéressantes par ailleurs, mais là on ne va pas développer ça. Par contre, un mot quand même sur la performance par rapport à ce qui est écrit. Si vous prenez des filtres qu'on utilise souvent pour le solaire, pour observer la chromosphère, ce sont souvent des filtres qui ont des bandes passantes de l'ordre de 0,5 à 0,6 voire plus, un schroff de large. Ça donne une image du soleil qui est assez sympathique. On voit bien les protubérances en général, mais il y a plein de défauts quand même, de défauts d'uniformité. Puis le contraste n'est pas excellent, il faut faire beaucoup d'images, il faut stacker en fait beaucoup d'images et les accumuler a posteriori. Là, ce que je vous montre là, ce sont des images instantanées, c'est-à-dire il n'y a pas de traitement plus que ça, c'est un seul scan, ce qui montre d'ailleurs le contraste des données que l'on acquiert avec cet instrument, c'est tout de suite très très bon en réalité, et on a une qualité professionnelle. Voilà. Et évidemment, il y a tout ce que je vous ai dit, protubérance, etc. Oui, alors le petit défaut quand même, il faut le dire, c'est que ce n'est pas une observation visuelle, c'est pas une observation moléculaire du tout, il n'y a pas cette interactivité. On ne fait pas non plus une photo instantanée, on l'a dit, il y a un passage de 2 minutes pour arriver à observer le soleil. Donc c'est pas la même chose que les filtres, etc. Donc attention à ça. Voilà, alors par exemple ici, on a un exemple où on a le 9 octobre ici, une belle protubérance, et puis on la retrouve le 10 octobre, le lendemain, mais très différente, et on voit typiquement ce que ça révèle au niveau du soleil. Voilà. Et puis après, on peut avoir aussi des événements beaucoup plus rapides. Là, c'était sur une journée, mais là, bon, je ne montre pas le film, mais c'est tout récent en fait, ça a du 29 octobre, c'est une très belle protubérance qu'il y avait sur le soleil. Vous imaginez le disque ici, ça c'est la fente du spectrographe en fait, et qui balaye le disque de droite à gauche. Et si on prend une image instantanée à ce moment-là, c'est-à-dire on n'est pas dans le soleil, on est à côté du soleil, on n'est pas encore rentré dedans, et là on voit déjà des choses dans le spectre, je ne vais pas détailler, mais on peut ensuite prendre ces images et les traiter a posteriori sur un ordinateur, et voir ce qu'on voit là, c'est-à-dire du rouge, du bleu, et le rouge, le bleu, ça veut dire qu'on voit les gaz du soleil qui s'approchent et qui s'éloignent. On a un effet Doppler en fait. On a vraiment une vision, vous savez, le décalage vers le rouge des galaxies, vers le bleu d'autres objets qui se rapprochent, c'est le même phénomène, sauf que ça a évolué en quelques minutes, quoi. Voilà, c'est assez épatant à voir. Voilà. Merci. Je vous propose de vous arrêter 2 secondes sur une petite chose, c'est l'accès aux données. On en parlait juste avant, puisque lorsque vous avez votre SunScan de poser sur le terrain, ou même chez vous, après votre observation, vous pouvez déjà bien entendu vous connecter avec votre smartphone au SunScan, en Wi-Fi, et puis, alors, même sans forcément se connecter, mais vous avez accès à vos fichiers, et puis vous pouvez vous reconnecter également pour réactiver la galerie, l'accès à la galerie, etc. Et puis l'autre possibilité, eh bien, comme on a un hotspot Wi-Fi qui est généré par le Raspberry Pi dans le SunScan, vous pouvez très bien, avec votre ordinateur, aller sur l'adresse, alors vous connectez au Wi-Fi déjà, au hotspot, vous rendez sur l'adresse sunscan.local, et là, vous retrouvez votre galerie avec tous les scans que vous avez effectués, et puis vous allez dans le dossier du jour, la date, l'heure, et vous retrouvez les scans, avec y compris les bruts, d'accord, les fichiers SER, et puis tous les traitements qui ont été effectués automatiquement par Inti, et puis les post-traitements qui ont pu être ajoutés pour la colorisation, etc. Et donc ça vous permet d'une part un partage rapide via le téléphone, c'est-à-dire sur le terrain ou à la maison, pour partager sur les réseaux sociaux ou à vos amis, et puis également de télécharger vos bruts pour faire des post-traitements derrière sur votre ordinateur. Un peu sur le partage ici, l'objectif c'est quoi en fait, ou plutôt un autre intérêt qu'on met en avant pour nous, c'est le fait que la connexion Wi-Fi avec le hotspot ici a une limite théorique assez haute. Ça sous-entend qu'on peut avoir des cas d'usage assez intéressants, typiquement dans une association, où en fait on va avoir un SunScan qui va produire une image, un téléphone maître qui va lancer le traitement, et tous les collègues de l'asso qui vont se connecter avec leur téléphone pour suivre le traitement en temps réel, y compris accéder aux images, les télécharger. Autre cas d'usage assez intéressant, on peut prendre l'exemple d'une classe de lycée, par exemple un cours de physique, avec l'enseignant qui lance la manip, et puis tous les étudiants, tous les élèves, qui se connectent avec une tablette sur le SunScan, qui récupèrent les fichiers, ou avec un ordinateur sous forme d'îlot, pour aller effectuer des post-traitements, des manipulations, et puis expliquer des concepts d'astrophysique sur la matière réelle, qui éventuellement a été capturée dans la cour quelques minutes avant. Donc vous pouvez récupérer vos données, les partager, et puis aller un petit peu plus loin. Typiquement, voilà un traitement qui a été fait comme on vient de l'expliquer, c'est-à-dire j'ai pris des images et je les ai chargées sur un ordinateur, donc j'ai accès au brut,
Et par exemple ici, c'est une fonction, on est à Paris, on est le 4 novembre, c'est pas vieux, il a fait beau à Paris miraculeusement ce jour-là, c'était lundi dernier si je ne m'abuse, et donc on est sur les toits de Paris, on peut observer sur une petite terrasse, j'ai improvisé le truc, et vous voyez ce qu'a expliqué Valérie, on peut bouger la molette et travailler, par exemple ici sur le doublé du sodium, on a 2 raies. Ils sont très belles ici, c'est dans le jaune, c'est le doublé du sodium, mais si on regarde plus attentivement, un peu plus bas ici, et si on sort le soleil légèrement, on a une espèce de chose brillante qui apparaît là. Et cette chose brillante, en fait, elle apparaît là, c'est de la lumière qui est émise par l'atmosphère du soleil, mais dans la lumière de l'hélium, en fait, le fameux composé qui a d'ailleurs été découvert à l'occasion des observations sur le soleil, mais dont on peut faire des images ici. Donc ça, c'est pas un traitement fait directement sur le Raspberry, mais qui est transporté. C'est pour vous dire qu'on peut avoir des extensions, et il y en aura d'autres. Autour de ça, on retrouve ici notre fameuse raie. Et cette lumière, vous voyez, qui est discrète, donc comme ça, dans le jaune, c'est celle qui permet de réaliser ça. Voilà. Et là, le traitement qui a été fait, il a été fait avec Inti, mais une version d'Inti qui est sur l'ordinateur, un Macintosh, ou un Mac, ou un PC. Et en même temps, le même jour, j'ai acquis les images du soleil. Alors, H-alpha, mais aussi, vous voyez ici, un truc que je ne vous ai pas montré jusqu'à présent, mais on peut aller dans l'ultraviolet et attraper les raies du calcium, les fameuses raies HTK, où il y a une image différente du soleil encore, ça correspond à des températures différentes. Voilà le genre de choses qu'on peut faire. Alors, on va parler d'un petit truc quand même qui peut vous interpeller, c'est que vous pouvez dire, oui, mais et Solex à l'époque, pour ceux qui connaissent Solex, quelle est la différence avec SunScan? C'est pas le même instrument. J'aurais tendance à dire que Solex c'est un accessoire, si vous voulez, comme on mettrait un appareil photo derrière une lunette, si vous voulez. Donc c'est quelque chose qu'on ajoute, mais un équipement déjà existant. Par contre, et Solex aussi, c'est une grande souplesse d'emploi, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de capacité de l'adapter à votre lunette. Vous pouvez mettre des caméras à loisir. Vous pouvez avoir des modes d'acquisition un peu plus sophistiqués. En tout cas, souplesse, mais aussi valoriser l'instrument que vous avez. Vous avez une lunette, par exemple, déjà chez vous, ben, vous pouvez l'exploiter. SunScan, c'est différent. C'est un instrument à part entière, vous l'avez compris, il est autonome. Vous le posez, ça marche. La lunette est intégrée à l'intérieur, en fait. Voilà. Et puis, la performance est imposée. C'est-à-dire que, ah oui, c'est figé, vous n'avez pas la même souplesse. L'avantage, c'est que c'est standard, c'est-à-dire que vous n'avez pas de câblage à faire, ni quoi que ce soit. Et puis l'avantage aussi, c'est que les données sont homogènes. Et franchement, c'est pas inintéressant, et c'est quelque chose qu'on va essayer d'exploiter autour du partage des données. C'est-à-dire qu'on peut comparer les images qu'on fait en australien avec votre image à vous, à des moments différents. Vous imaginez ce qu'on va pouvoir faire au niveau international, par exemple, hein, voilà, ou des bases de données. Solex aussi, c'est un instrument qui travaille sur un temps bref, parce que quand on met ça sur une monture équatoriale, et qu'on met la lunette, et qu'on met Solex derrière, on peut accélérer le déplacement du soleil, le balayage, on peut le forcer avec les accélérations liées au moment rapide de la lunette, enfin de la monture. On fait des acquisitions qui peuvent typiquement durer 10 à 20 secondes, c'est pas instantané encore, mais c'est rapide. Voilà. Mais l'installation est quand même un peu laborieuse parfois. Il faut installer la lunette, le câbler, la mise en station de la lunette, mettre un ordinateur sur une table, et puis il y a quelques réglages à faire. SunScan, c'est différent. On a un temps d'acquisition qui est plus long, vous l'avez compris, 2 à 3 minutes. Il faut être plus patient. Et puis on a des petits inconvénients. S'il y a de la turbulence, ou s'il y a un coup de vent qui secoue la table sur laquelle vous avez posé l'instrument, ça va créer, évidemment, vous comprenez bien, un défaut dans l'image. Donc il faut un trépied assez stable, vous travaillez dans des conditions sympathiques. Bon, il se trouve qu'on a des solutions là-dessus, mais voilà, il faut faire attention quand même à cela. Il y a une contrepartie à la simplicité. Par contre, justement, la mise en route est instantanée. Et dès qu'il fait soleil, vous avez la capacité de le faire. Et donc, comme on l'a cité plusieurs fois, et tu viens de le citer à l'instant, une expérience pédagogique, vous mettez ça dans la cour d'école au moment du repas, vous faites ça aux élèves, etc., ou dans un club, vous avez une capacité d'exploitation très intéressante. Bon, après, je vais passer à un sujet un peu plus douloureux. Ouais, c'est là, moi qui suis chargé de parler. Moi, je dis rien. Donc, le SunScan. Donc, vous aurez donc la liste de tous les éléments sur le site. Et évidemment, les pièces, vous pouvez les acheter par vous-même. Donc vous avez toutes les dimensions, les liens vers... Et c'est un coût, forcément. Donc même si vous faites votre impression vous-même, il faut savoir que quand même le cœur de la conception, c'est quand même l'optique, les réseaux, les fentes, voilà. Et donc avec notre partenaire, avec Chayag Instruments,
Donc ça reste quand même le coût qui ne fait plus de la moitié en fait finalement de l'instrument, et c'est pas forcément incompréhensible puisque c'est quand même là où il y a beaucoup de valeur. Ensuite, vous avez le coût du kit mécanique. Donc là, on prend des exemples avec nos partenaires, avec Azure 3D. Visserie, insert, montage des inserts et tout ça. Et puis vous avez le coût de la caméra et du système Raspberry. Donc là, on n'a pas de partenaire parce que vous trouvez ça sur plein de sites, c'est tellement commun. Il n'y a pas vraiment besoin, mais et puis il y a un petit focuser aussi pour entre la caméra du Raspberry et donc alors on vous communique les prix hors taxe, mais on a fait un petit calcul. Maintenant, c'est des choses qui évoluent, ça va dépendre aussi des accords qu'on a avec ses partenaires. Puis voilà, donc la liste du matériel, elle peut évidemment évoluer au cours du temps. Donc hors taxe, même si nous Français on ne connaît pas le hors taxe, mais c'est à peu près 835 à peu près, c'est le calcul qu'on a fait. À cela, on vous conseille quand même d'ajouter une petite monture comme ça, parce que la qualité d'image dépend quand même beaucoup. Et moi j'ai une petite monture un peu plastique que j'ai sur un pied photo, et il y a des phénomènes de relaxation mécanique qui fait que j'ai jamais pu avoir une image correcte. Donc c'est pas forcément un mauvais investissement d'avoir où vous avez une rotule photo de bonne qualité, où vous pouvez acheter ça, et le petit trépied, je pense qu'on peut dire donc on a travaillé. C'est un trépied avec Vaonis, ils sont au courant, on a discuté avec eux, tout ça, donc c'est plutôt bien fait pour rentrer dans la manette, voilà. Donc tout a un prix, et la valeur qu'on en retire, et le plaisir du partage. Alors pour conclure, évidemment, après ce moment, c'est clairement, vous l'avez compris, c'est une nouvelle façon d'observer. Observer quoi? Une étoile, notre soleil. Une nouvelle façon d'observer parce que cet instrument, mine de rien, n'existe pas. Enfin, il existe maintenant, mais il n'a jamais existé en fait. C'est une première en fait que vous voyez là. On a le plaisir de vous présenter une première mondiale quand même. C'est-à-dire que vous avez tous vu, je pense, certains télescopes autonomes de pointage des étoiles, etc. Mais là, on est dans quelque chose un peu plus manuel. Vous avez la possibilité d'automatiser si vous voulez mettre des moteurs, mais nous, la pureté de l'instrument, elle est là. Hein, on voudrait la conserver. C'est léger, c'est compact, c'est autonome, c'est une mise en route rapide. Pour moi, c'est des atouts capitaux parce qu'il y a un plaisir d'usage qui est incroyable. On n'y croit pas, mais dès qu'il fait soleil, on se met en route, on le voit et on range le truc avant que la pluie tombe. C'est géniantissime, c'est un plaisir. C'est clairement assez jouissif. Ça aussi, c'est aussi de la bonne physique. C'est-à-dire qu'on fait de la physique solaire, on voit une étoile de près, et on voit ce que c'est qu'une étoile, et on voit comment ça bouge une étoile, comment ça vit. En plus, le soleil, bon, comme toutes les étoiles, mais celui-là est très proche, on voit la surface. Et c'est assez extraordinaire de voir de jour en jour comme ça évolue. Vous pouvez faire des films sur plusieurs jours, etc. C'est une vraie passion à faire. En tout cas, c'est une vraie découverte. 2 jours, encore une fois, c'est pas de l'astronomie difficile. On l'a dit, on peut partager les données, hein, ça a été dit, on peut animer les groupes. Il y a un volet ludique, hein, c'est clair, éducatif et collaboratif, hein, par l'interactivité. Ludique par le plaisir d'usage, j'en ai dit tout à l'heure un mot, hein, on s'y prend au jeu assez vite, donc c'est très agréable. Et puis, c'est Noël qui arrive, je pense que vous en... C'est vrai que... Non, mais je ne pousse pas la dépense. Hein. C'est bon, je voudrais faire un petit commentaire à ce qu'a dit Valérie sur le prix. C'est clair que vous avez vu, c'est un kit. Donc en fait, vous pouvez presque l'acheter en différé, enfin par partie si vous voulez. Vous pouvez travailler sur un élément imprimé, puis 6 mois après faire autre chose, etc. Donc ça peut se distribuer dans le temps, les achats si vous voulez. Mais clairement, si vous mettez ça sous le sapin de Noël de votre enfant, clairement, pour nous, c'est ce qu'on appelle nous une usine à vocation pour la famille, pour les élèves, etc. C'est clairement, on l'avait vu, il y a beaucoup de techniques dedans. Pas si compliqué que ça en vérité, puis on a montré que c'était très expliqué aussi. C'est une démarche qui est très, très volontariste de ce côté-là, encore une fois. On le dit ici, c'est très affirmé. Et ça, c'est à mon avis un trésor pour les gens, les jeunes, les clubs, etc. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous remercie pour votre attention. Je voudrais poser 2 questions à propos du Raspberry. Le Raspberry, on l'achète où on veut, chez Amazon, où il est déjà livré avec des logiciels préinstallés. Dans mon cas, j'ai un Raspberry dont je ne sais pas quoi faire et je l'utiliserai bien là-dessus, mais il est vierge.
On l'achète Et on veut. la deuxième question, est-ce que, la parce version qu'elle est 4. liée, est-ce que la caméra, c'est la caméra du Raspberry? Alors, première question, donc on peut l'acheter où on veut, effectivement. Et il faut juste que ça soit un 8 Go de mémoire minimum. Bon, Oui. Comment Raspberry 3, alors, 4. oui, Raspberry Pi 4 Une 4, B, 8 Go. 8 Go. Voilà, comme ça j'ai tout dit, là je suis précis. Et puis la caméra, c'est caméra H, elle s'appelle, c'est la caméra de Raspberry, qu'ils appellent haut de gamme. Elle vaut 60 € ou un peu moins, je sais plus, mais c'est l'idée. il faut Et donc, télécharger le logiciel, voilà, alors. sur notre site internet, vous allez voir qu'il y a une page dédiée qui vous prend la main pas à pas pour vous expliquer. Il y a un fichier à télécharger, un petit logiciel, un clic, télécharger et le puis logiciel. c'est fini. Voilà. Et c'est à faire une fois ça. Après tout se passe par l'application. Raspberry conception. On a beaucoup parlé sur les Solex des caméras noir et blanc, et aussi c'est une caméra couleur, donc c'est cool parce que on peut voir effectivement les couleurs, tout ça, mais au niveau de la qualité du spectre, etc., la résolution. Ouais, c'est une bonne question parce qu'on s'est bien posé cette question-là. Bon, d'abord, J'imagine. sur Solex, j'ai jamais dit qu'on ne pouvait pas travailler en couleur. J'ai toujours dit qu'on pouvait arriver à mettre des caméras couleur, et je l'ai démontré d'ailleurs, et ça donne des résultats. Les caméras couleur, ça veut dire qu'il y a des pixels rouge, vert, bleu qui se mélangent. Là, l'idée qu'on a eue, on a beaucoup travaillé dès le préliminaire de la discussion qu'on a eue ensemble. Guillaume a parlé du choix des caméras, etc. Ça a été un vrai sujet. Et en fait, on a choisi une caméra. Je trouve qu'elle était bien là, déjà présent en fait, mais à petit pixel, très petit pixel. En fait. Donc on a une très haute résolution spatiale et donc spectrale par ailleurs, d'accord. Donc on dénature très peu l'information. Clairement pour nous, la couleur a été un atout important pour comprendre comment marche un spectrographe. Vous avez compris, enfin je le dis à demi-mot, mais il y aura des applications bien sûr, peut-être au-delà, mais en tout cas déjà celle-là elle est complètement géniale et il faut la prendre telle qu'elle. Mais la caméra couleur c'est un choix et il est positif en fait. Voilà. Question. Les données restent sur le Raspberry, il faut les gérer, il faut les effacer. Alors les données restent sur le Raspberry, on peut faut les gérer, c'est ça. Il y a, là on recommande une carte de 128 Go pour la mémoire. Honnêtement, moi j'ai fait plus de 500 scans, même je suis arrivé proche du millier de scans, ça tient tranquille encore, j'ai de l'espace. Donc ça laisse de quoi venir quoi. Avec 128. Avec 128 Go. Voilà. Oui, il reste mémorisé. Hein, vous éteignez, vous rallumez, c'est toujours là. Ça prend pas énormément de place à chaque fois. Hein. C'est comme on travaille avec une zone d'intérêt, vraiment pareil, c'est figé à l'avance. Et puis vous pouvez gérer en fait ce que vous avez dans votre Raspberry, vous le gérez avec votre téléphone. C'est-à-dire que la mémoire, si vous avez un scan qui est pourri, vous pouvez l'effacer depuis votre application. Ouais, c'est très bien fait. Hein. Il y a une interface. Et l'évolution possible avec base 2000. Bon, alors là, d'ailleurs c'est marrant parce qu'on a eu des discussions à la table. Non, pas pour non, il n'y a pas une vocation scientifique proprement parler, pour du tas de raisons qu'on ne pourra pas développer. Enfin, si ce n'est des choses évidentes, la résolution, par exemple, à la limite, c'est quand même un petit télescope qu'il y a devant, hein, d'accord, hein, voilà. Donc clairement, il y a une insuffisance potentielle, même si la qualité est très bonne. Et franchement, sur un téléphone, ça claque, hein, d'accord, vous avez des choses incroyables, mais il y a une exigence encore supérieure. Donc c'est pas, la démarche scientifique est là, parce que c'est un apprentissage. Tu vois, et donc pour moi c'est un prolongé. Et derrière, oui, on fera de la science. Tu vois, mais c'est une étape. Voilà. Sur le Solex, toujours il y avait un petit réglage à l'intérieur par rapport à, on peut dire, la distance avec le collimateur, le collimateur, etc. Alors je me demande est-ce que ici c'est la même chose ou il faut dès le départ soit bien précis. Alors quand c'est un kit, il faut le régler. Et c'est ce qu'on vous a montré tout à l'heure, il y a une notice et il y a une procédure. Elle est facile. Hein. Grosso modo, vous avez le petit bouchon là, vous puisez la tour Eiffel, enfin, c'est là. Si vous n'avez pas, tant pis pour vous. Et après, il y a une petite astuce à l'intérieur, mais très honnêtement, il faut une demi-heure pour le régler et vous êtes tranquille. C'est en fait, oui, c'est quand même une question qui est intéressante aussi par rapport à la difficulté. C'est quand même plus facile à régler qu'un Solex. Voilà, c'est pour ceux qui connaissent Solex, c'est plus facile. On n'a pas changé la mise au point entre le calcium et la H-alpha par exemple. Alors ici, on n'a pas trop parlé, mais ici il y a un petit SV Boni ici, qui est un petit focuseur, vous voyez ici, hein, qui est là, qui corrige, qui compense les défauts de chromatisme de l'instrument, les lentilles qui sont à l'intérieur, mais c'est gradué, on connaît de combien il faut bouger pour y aller. Très honnêtement, ça va très vite. Ici, il y a aussi un objectif ici,
on peut le dévisser, hein, on peut l'avancer, le reculer. Là, c'est pareil, on a une petite procédure, mais elle est décrite dans la documentation. D'ailleurs, la documentation est accessible dès à présent. Si vous êtes curieux, vous allez à sciencecan.net et vous allez trouver la documentation, voir si ça vous inspire aussi. Pour compléter ce que dit Christian, en fait, il faut savoir, c'est que par exemple, si vous êtes que sur H-alpha et que vous avez réglé votre appareil sur H-alpha, bah, par exemple, là, je sais qu'il est réglé sur H-alpha, je sors dehors, je fais le scan du soleil, j'ai rien à faire. Il n'y a aucun réglage à faire. Ça marche tout de suite. Il n'y a pas de mise au point. On l'a fait qu'une fois, mais on ne fait qu'une fois. Si, il faut quand même la faire, minimum. Mais voilà, ça se. Quels éléments peut-on récupérer du Solex? Quels éléments peut-on récupérer du Solex? Pas grand-chose. Le réseau. Le réseau, ouais. Le réseau, la fente éventuellement, si c'est les nouvelles fentes qui sont en train de sortir, mais qui ne sont pas encore commercialisées dans un ensemble complet. Ouais, le sinon, a été revu, hein. Les trajets optiques, tout ça, les focales sont plus les mêmes. Mais le réseau est un composant assez cher. Hein. Le réseau est un composant assez cher, hein. C'est peut-être le plus cher de l'ensemble. Est-ce que les kits qui vont être commercialisés pourront être, disons, si on va se livrer sans réseau? Alors ça, je ne peux pas dire. Je peux négocier. Mais quelle idée, il faut garder le Solex? Oui, absolument. C'est la bonne idée. Peut-on acheter le pied? Alors là, c'est pas Onis, c'est le Vespera qui fait ce. Alors, on peut l'acheter chez eux. Ouais, alors, pareil, sur le site, vous allez avoir une page où il y a tous les éléments du kit. Et en fait, il y a les liens, il suffit que vous cliquez, ça vous amène directement sur la page où nous avons acheté les éléments pour notre prototype. Et là, typiquement, c'est un exemple. Il y a plein d'autres pieds qui ressemblent. Le but, c'est que ça soit assez rigide. Là, voilà, parce qu'il y a aussi la version. Alors, l'inconvénient de ça, c'est que ça veut dire que c'est un trépied qu'on pose par terre. Donc, on est vachement plus sensible à la turbulence. Alors que ce que vous montre Christian ici, on est beaucoup plus haut, donc on est moins sensible à la turbulence. Pour voir que vous avez des pieds photos chez vous, hein, d'accord, hein, et donc vous avez une économie dans la somme qu'a présenté Valérie. Il y avait le prix aussi du pied en fait. Hein. Il est clair que si vous avez là sur un pied carbone, c'est sympa, mais il peut y en avoir. Bon, il vaut mieux que ce soit de la bonne qualité quand même. Mais vous pouvez monter un petit peu plus haut et c'est souvent manipulable. Moi personnellement, c'est ça que j'utilise. Hein. Je sors ça chez moi, hein, je mets ça sur la pelouse de la terrasse et ça marche tout seul. Quoi. Donc voilà. Concernant la turbulence, sur Solex, on a des scans très rapides, voire très rapides. Moi je scanne beaucoup à 20 fois la vitesse sidérale et j'ai réduit, j'ai l'impression, beaucoup de problèmes. Je pense qu'il y a la turbulence. Ouais. Là on est sur des scans qui sont beaucoup plus longs. Est-ce qu'il faut réserver à des périodes où aussi le signe est correct? On est beaucoup plus sensible, c'est sûr, mais l'optique elle est maîtrisée aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas une focale démesurée à l'avant, c'est fait pour, c'est calculé pour, donc c'est quand même, vous pourrez aller voir sur le téléphone d'Olivier, il a fait des scans dans des conditions que je considère horribles, je pense, de turbulence. Je l'ai posé sur une. C'est quand même sympa à regarder. Je l'ai posé sur du gravier en plein soleil, alors que ça chauffait beaucoup, et j'ai obtenu des images, bon alors, elles sont sans doute perfectibles, mais j'ai obtenu des trucs. Voilà, il suffit que je ça dépend ce qu'on cherche, mais on voit les principales structures, on voit les protubérances, on voit du contraste, on voit l'image du soleil, on est content. Le plus dangereux, c'est le vent. En fait. C'est le vent. Ça déforme. Les passages on voit pas bien, mais voilà, ça c'est une image obtenue dans des conditions sans faire attention à la turbulence, quoi. Et on peut zoomer dessus, enfin on pourrait voir, mais ça reste quand même exploitable. Alors pour ceux qui sont vraiment au point, au top de l'utilisation de ce genre de truc, vous pouvez charger, comme on l'a montré, les données sur le disque dur de votre PC et travailler avec AutoStacker, par exemple, pour faire des compositages, etc. Vous avez le droit de faire ce genre de choses. Quoi. Mais on ne le présente pas là parce que c'est des compléments, c'est votre style d'usage justement qui dictera comment vous faites. Là, l'intérêt, c'est que vous avez tout de suite une belle image qui apparaît très satisfaisante. Et puis, je dirais, l'intérêt aussi, c'est que le traitement, il est reproductible. C'est-à-dire que si vous le faites une fois, vous faites sans scan, vous aurez exactement le même traitement. Donc, en fait, vous avez des images qui seront forcément similaires. Donc, tu as une petite réglage dans le temps. Quand tu te déplaces avec la manette, ça ne bouge pas en réglage. Bah, écoute, moi, je ne l'ai pas essayé, mais celui-là, il vient de Grenoble, il a été transporté, il a fait 600 km. Bah, écoute, il n'a pas bougé. Et l'autonomie de la batterie 3-4 heures, alors faire attention à ces chiffres parce que moi je tenais même plus de 4 heures de scan quasiment continu cet été, cet hiver, changement de température, même pas l'autonomie, mais plusieurs heures d'autonomie. Pas dire le nom. Et si on le met sur montée équatoriale pour faire un scan très rapide, aucun intérêt, ça va pas le gêner? Ça marchera pas. Ça marchera pas? Non, faut vraiment dire que les vitesses, tout ça sont calculés à l'avance, sauf l'ordinateur, il est au... tout est dimensionné pour que ça fonctionne dans ces conditions. Ah, ça dépend des Cyrus, mais oui, ça marche. Ouais, ça marche très bien. Ça arrive, à ce moment,
on est gâtés. Et, bon, évidemment, ça fait des traces. Hein. Ça fait des traces, mais ça marche. Ouais. Voilà. Ça fait des petites draperies en fait. Voilà, c'est charmant. Le logiciel travaille, mais ça fait des petites draperies. Voilà. Voilà. Très bien. Encore une question? Combien de personnes on peut partager? La théorie c'est 256, donc ça c'est pas ce qu'on peut annoncer. Donc il y a de la marge. Non, en vrai, je pense que plusieurs dizaines, ça passera, sans souci. Voilà, bon écoutez, on va peut-être conclure là. Un mot quand même. Tout ce que je vais vous montrer, c'est associatif. Il y a une association qui s'appelle Staros. Si ça vous intéresse, allez voir sur le site Staros. Vous verrez, ça sera public évidemment sur le site de l'AFA, la présentation. Et puis si vous voulez faire des dons ou des choses comme ça, vous pouvez participer. Ça nous a même minime, ça nous arrange parce qu'on n'est pas riche. Voilà. Merci.